qui nous accueille ici aujourd'hui. Alors, je passe la parole immédiatement à Maxime, puis je vais reprendre la parole après ça. Monsieur le Premier ministre, M. Michaud, chers amis, c'est à titre d'avocat et également de président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal que j'appuie aujourd'hui les démarches entamées par mon confrère au nom de M. Michaud à la Commission des droits de la personne et qui vont se poursuivre comme on va en parler aujourd'hui, puisque c'est une injustice flagrante qui dure depuis maintenant près de 17 ans et qu'il faut réparer. Et en cela, je salue le courage et la station debout de M. Michaud, qui veille à poursuivre ce combat, non seulement pour redresser sa propre réputation, mais également la réputation de notre principale enceinte démocratique, notre instance suprême de notre démocratie, l'Assemblée nationale. Car le 14 décembre 2000, comme vous le savez, sur le plan moral et éthique, l'Assemblée nationale a commis une faute qui affecte son intégrité et sa réputation, et celle aussi des parlementaires, et une faute qui est inédite dans les annales des démocraties parlementaires. Ce dossier doit être réglé de manière non partisane et à la lumière des principes fondamentaux de justice et d'équité. Cette affaire, bien sûr, est d'intérêt public. Elle a trop duré. Elle est d'intérêt public. Elle concerne la conduite de l'Assemblée nationale envers un citoyen. Et quant à moi, l'Assemblée nationale doit, par elle-même et de façon unanime, comme à l'époque, réparer cette faute qu'elle a commise, présenter des excuses à M. Michaud, amender son règlement interne pour éviter pareille situation dans l'avenir, et aussi accepter volontairement de verser une indemnité à M. Michaud qui serait remise, selon sa volonté, à un organisme de bienfaisance ou de défense des droits et libertés. Alors, écoutez, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui, mais je souhaite encore une fois réitérer notre appui à ces démarches. Et donc, sans plus tarder, je te recède la parole, M. François Gauthier. Oui, donc, pour préciser les choses, je ne me suis pas présenté tantôt, mais en tant qu'animateur, mais en tant que président de Solidarité de Michaud, c'est important que je me présente. Et puis, pourquoi je parle aujourd'hui, évidemment. Je suis embarqué dans ce combat-là à quelques jours après la fondation de la société, l'association Solidarité de Michaud. Le vote de l'âme a eu lieu au mois de décembre 2000 et à peine 4 semaines plus tard, l'association pour la défense de Michaud était fondée et je suis dans le portrait depuis à peu près la même date. Voilà. Cette affaire qui m'a milité plein de qualificatifs négatifs. L'affaire odieuse qui n'aurait jamais dû arriver. Je vais abréger le nombre des qualificatifs parce qu'il y en a plein dans les articles. Et ces articles-là seront mis bientôt sur le site Internet de Solidarité de Michaud. Donc, ça sera accessible à tout le monde. Et on a des quantités énormes d'informations, c'est des centaines d'articles, de commentaires de toutes sortes de personnes, des gens simples. Dans certains cas, la seule chose qu'ils nous disaient, avec un chèque ou un 10$ dans une enveloppe, bravo, M. Michaud, lâchez pas, des centaines de lettres comme ça, j'en ai une boîte grosse comme ça, pleine de petits bouts de feuilles qui venaient avec les chèques. Il y avait aussi des articles fort bien rédigés par des journalistes, par des personnalités. Donc, le vote de l'âme a eu lieu en 2000, en décembre, et puis en 2005, il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui était défavorable à Yves Michaud, parce qu'essentiellement, ça disait que l'Assemblée nationale avait le droit de faire ses débats comme elle voulait. Ça faisait partie de la liberté d'expression qui est protégée pour les députés. Et on est ensuite allé en cour d'appel. Et le jugement de la cour d'appel soutient la première décision.
Okay? Puis ensuite, quand Yves Michaud voulait aller en Cour suprême, la Cour suprême a décidé de ne pas entendre la cause. En d'autres mots, ils ne remettent pas en question la décision de la Cour d'appel. Donc, en 2006, les choses étaient plus ou moins closes, disons. On est encore en train de se battre, alors c'était pas clos. Mais en 2006, ce qui est très compréhensible, Yves Michaud, il y a eu un gros découragement. Puis le conseil d'administration de l'époque a abandonné aussi, parce que là, on n'allait pas mener le combat sans lui. Et puis, l'association a été un peu dans le coma pendant quelques années, mais le fait que l'association était dans le coma ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été écrit, il n'y a rien qui a été dit. Bien au contraire, tout le long, toutes ces années-là, il y a eu des choses qui ont été écrites. C'est revenu sur le tapis constamment dans toutes sortes de débats, dans toutes sortes de réunions, dans les médias aussi. Et tout ça n'efface pas la blessure. Il n'y a rien de ça qui efface la blessure. Et donc, il y a quelques mois, plusieurs personnes, dont moi, on s'est réunis encore, mais on a fait du quoi? Alors, on a décidé de relancer la bataille. Et donc, il fallait se remettre en contact avec des gens qui avaient été des donateurs, des soutiens dans le passé. Mais heureusement, j'avais gardé des archives. Et là, ensuite, tout dernièrement, puis là, on a un conférencier, Maître François Côté, qui va nous parler des démarches auprès de la Commission des droits de la personne. Puis là, on tombe dans un autre niveau, parce qu'on demande, il va vous expliquer ça, la Commission des droits de la personne de se prononcer. Moi, je vais faire une petite aparté, parce que le sujet a été discuté dans les communiqués de presse il y a déjà quelques semaines. C'était la possibilité de s'adresser au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il n'y a rien de fait encore, à part d'une réflexion, mais ce qu'il faut penser là-dedans, c'est que le gouvernement canadien, qui représente tous les gouvernements du Québec, du Canada face à l'ONU, le gouvernement canadien a signé le pacte, je vais vous dire le nom exact, puis je vais laisser le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement canadien est assujetti à une responsabilité face à ce pacte-là, face à cette entente-là devant l'ONU. Et puis, ce pacte-là lie aussi les gouvernements provinciaux. Les gens ne se rendent pas compte de ça. On pense que les gouvernements sont à part, sont indépendants. Oui, ils agissent à part, mais ils sont aussi liés. Alors ça, c'est quelque chose qui va devoir être approfondi. Petit détail important sur ce combat-là. Le jugement de la Cour d'appel, il y a un petit extrait intéressant. C'est l'extrait suivant, je vais lire ça. Au point 65, le juge Baudouin dit « Pour préserver la démocratie parlementaire et donc la libre circulation des idées », c'est vraiment ça, les parlementaires, ils discutent, ils débattent, et puis il faut qu'ils puissent exprimer les idées sans risque de se faire poursuivre individuellement parce que à cause du ton, dans la passion des débats. C'est une protection qui, je pense, qui est justifiée. Mais ensuite, ça va être continu. Ça le droit, c'est le droit des lois. Le droit permet qu'un individu soit condamné pour ses idées et qu'il soit ensuite exécuté sur la place publique sans avoir eu la chance de se défendre, sans même que les raisons de sa condamnation aient préalablement été clairement exposées devant ses juges, les parlementaires. Okay? Alors, les parlementaires ont agi comme juges du comportement d'une personne. Alors moi, j'ai regardé tout ça, je me suis dit, il y a toute une série de vices dans ce comportement-là. Au-delà du libellé des lois et des règlements, il y a des vices. D'abord, il n'y a pas eu de débat. On présente une proposition, tout le monde se lève pour voter.
les débats n'ont pas eu lieu à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas eu lieu à l'extérieur avant. Puis là, tout le monde se sont fait dire faut voter de telle façon, et puis le vote de telle façon. Donc, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote, une présentation de proposition, puis un vote, il n'y a pas eu de débat. Puis, on s'attend qu'un citoyen, sans que les parlementaires n'aient été correctement informés des faits, sans que le citoyen ne puisse se défendre, sans possibilité d'appel. C'est un mot de paquet de vis. Puis, il y en a un dernier que personne n'a vu, parce que ce n'était pas dans le jugement du juge Baudouin. Okay? Il y a aussi un vice parce que le pouvoir de l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir législatif, s'est transformé en tribunal pour s'attaquer à un citoyen. Où est la séparation du pouvoir? Moi, je pose la question. Où est la séparation du pouvoir quand l'Assemblée législative se transforme en tribunal pour juger de comportement? C'est comme si on n'avait pas de système judiciaire à côté. Comme si le système judiciaire, il n'y avait plus d'importance. Alors, ça, c'est à peu près les points. Il y a ce feuillet-là que j'ai fait ici, qui est accessible à l'entrée si on veut le regarder. Alors, voici pour ma part d'intervention. Médias, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président et Monsieur Michaud, que c'est un honneur et un plaisir de représenter, nous sommes ici depuis les 15 dernières années face à une injustice grave, face à une négation des droits fondamentaux de M. Yves Michaud qui ont eu lieu à l'occasion de la motion du 14 décembre 2000. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une motion condamnant, avec toute la force de l'Assemblée nationale, condamnant un individu, un citoyen, M. Yves Michaud, a été adoptée, condamnant Yves Michaud pour des propos inacceptables à l'égard des communautés culturelles et de la communauté juive. Mais quels propos? Personne ne s'est donné la peine de le vérifier. Personne n'a jugé pertinent d'enquêter sur la vérité. Personne n'a jugé pertinent d'entendre Yves Michaud sur cette question. En rendant une motion qui a tous les effets d'une condamnation pénale vécue par M. Michaud, l'Assemblée nationale se retrouve à avoir, sans entendre M. Michaud sur cette question, nié son droit fondamental à une audition juste, équitable, impartiale et indépendante de sa cause. Nous avons ici la violation d'un premier droit fondamental de M. Michaud. Mais au surplus, que s'est-il passé après cette motion? La réputation de M. Michaud a été injustement, sans l'ombre d'une trace de légitimité, détruite, pour des faits qui n'avaient même pas eu lieu. Le droit fondamental au respect de la dignité, de l'honneur et de la réputation de M. Yves Michaud a été écarté par notre chef-lieu de la démocratie, par notre plus haute institution gouvernementale, notre Assemblée nationale. Ce chapitre, cette page dans nos annales parlementaires est une honte, n'ayons pas peur de le reconnaître. Dans cette perspective, début des années 2000, nous avons tenté, M. Michaud, je n'étais pas au dossier à l'époque, a tenté de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Et les tribunaux, aussi sympathiques puissent-ils avoir été à être envers sa cause, ont refusé de se prononcer pour défaut de compétence. Le principe de séparation des pouvoirs. Un tribunal ne peut pas donner d'ordre à l'Assemblée nationale quant à la manière dont il doit conduire ses débats. De la même manière que l'Assemblée nationale ne peut donner d'ordre à un tribunal. Les pouvoirs doivent être séparés. Conséquemment, ce qui s'est dit dans le Salon Bleu, la motion qui a été adoptée relevait de l'avis des tribunaux et, à juste titre, du privilège parlementaire. Les tribunaux ne peuvent donc pas ordonner à l'Assemblée nationale de prononcer des excuses ou de retirer la motion. Bien. Le même jugement a été réitéré en cours d'appel. Bien encore. Et on peut même remarquer une certaine sympathie de la part de nos tribunaux au dossier d'Yves Michaud, mais une incompétence, au sens du manque de pouvoir apporter justice à son cas. Et d'une certaine manière, la chose est normale dans un système démocratique où les pouvoirs judiciaires et législatifs sont séparés. Dans cette perspective, nous nous sommes adressés
à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour lui demander de se servir des pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission des droits de la personne est un peu la gardienne des droits fondamentaux au Québec. Sa mission, sa raison d'être est de prendre connaissance de l'état des droits fondamentaux au Québec et de formuler notamment des recommandations, des opinions au gouvernement quant à la meilleure manière de défendre les droits fondamentaux tant des individus que de la société au complet. Et ici, nous sommes face à une situation qui mobilise ces deux grands intérêts. Autant M. Michaud lui-même, en tant que citoyen, en tant qu'individu, a vu ses droits fondamentaux écartés à l'occasion de la motion du 14 décembre 2000. Son droit fondamental à un procès juste et équitable qu'il aurait eu s'il avait été placé devant un tribunal judiciaire, mais qu'on lui a nié à cause du principe de séparation des pouvoirs, et le droit fondamental au respect de son honneur et de sa réputation. Ces deux droits ont été écartés et nous nous adressons à la Commission pour demander que ces droits soient reconnus et que cette reconnaissance soit portée devant le gouvernement du Québec pour demander qu'on reconnaisse officiellement que les droits fondamentaux d'Yves Michaud ont été écartés et que justice doit être faite. Des excuses doivent être prononcées et des amendements doivent être apportés au règlement de l'Assemblée nationale pour éviter que de telles motions, comme celle qui a détruit M. Michaud, ne puissent avoir de nouveau lieu dans l'avenir. Il y a quelque chose de toxique dans une démocratie à prononcer une condamnation à l'égard d'un individu sans avoir pris le temps de vérifier les faits, sans avoir pris le temps de l'entendre. Nous avons déposé, le mois dernier, un argumentaire à la Commission des droits de la personne pour lui demander de se saisir du dossier. Nous avons été quelque peu surpris, quelque peu déçus, le 24 mars dernier, en recevant la réponse de la Commission des droits de la personne. La Commission des droits de la personne nous a informé qu'elle ne s'estime pas compétente, elle non plus, pour représenter les droits d'Yves Michaud. Elle s'estime, elle aussi, liée par le principe de séparation des pouvoirs et le privilège parlementaire. Nous sommes en désaccord fondamental avec la position de la Commission des droits de la personne. Nous sommes ici d'avis, et ceci dit avec le plus grand respect, que la Commission des droits de la personne commet une erreur grave de droit dans son appréciation de sa mission, dans l'appréciation même du principe de séparation des pouvoirs. La Commission des droits de la personne n'est pas un tribunal. La Commission des droits de la personne est une institution chargée de défendre les droits et libertés. Et, en l'occurrence, en refusant de défendre M. Michaud, enfin pas de défendre, mais de prendre fait et acte de son dossier et de le porter au gouvernement pour que les réparations qui sont attendues depuis si longtemps aient enfin lieu, nous sommes d'avis qu'elle passe à côté de son mandat. Nous sommes d'avis, encore une fois, en tout respect pour la Commission des droits de la personne, qu'il y a eu une erreur flagrante. Nous ne pouvons que nous en désoler, mais, car il y a un mais, nous n'allons pas en rester là. Nous sommes actuellement à l'étude de l'opportunité de déposer une requête, un pourvoi au contrôle judiciaire de la décision qui a été rendue par la Commission des droits de la personne pour amener un tribunal à se prononcer sur la question et lever cette barrière que la Commission s'est elle-même imposée en refusant d'entendre M. Michaud au nom du principe de séparation des pouvoirs qui ne s'applique pas à elle. Ce n'est pas la seule option. Nous évaluons également l'opportunité de poursuivre des voies civiques, de poursuivre des voies politiques, et comme M. Gauthier l'a mentionné précédemment, il reste toujours, ultimement, aussi la voie des instances internationales. Tout cela pour dire que nous sommes face à une situation où justice n'a pas été rendue. Et tous, au sein du comité de solidarité Yves Michaud, tous qui s'impliquent au dossier, et humblement moi le premier, nous n'avons pas dit notre dernier mot et nous allons continuer à multiplier les actions, à multiplier les démarches et les procédures pour que justice soit rendue pour M. Yves Michaud que pour l'honneur de la démocratie québécoise. Merci. Bon, merci, M. Côté.
Alors maintenant, M. Vallée, je vous invite à prendre la parole avec grand bonheur de voir que vous êtes impliqué comme ça aujourd'hui. Mes présidents, Monsieur Saint-Jean-Baptiste, Assemblée nationale, chers amis, ce n'est pas au sens figuré pour un très grand nombre d'entre vous, en particulier pour Yves Michaud, bien entendu, ami de toujours. Ce qui nous réunit aujourd'hui est une tâche fondamentale qui concerne la dignité du citoyen Yves Michaud et de notre Assemblée nationale. Ce n'est pas des mandats secondaires. Notre Assemblée nationale a fait une erreur qui entache sa réputation et entache son parcours historique. Et cette erreur doit être corrigée. Alors c'est un enjeu collectif et c'est aussi un enjeu individuel de la réputation du citoyen Yves Michaud. Et il y a beaucoup de convergences pour prouver que cela doit être réparé. D'abord, sur le plan juridique, ça a été exposé d'une façon extraordinaire, la chose est claire. Sur le plan pratique et sur le plan politique, savez-vous que 50 des députés qui ont voté pour cette motion erratique se sont excusés? C'est pas rien. Y compris le proposeur André Boulris. C'était Bergman Boulris, et Boulris a reconnu qu'il s'était trompé et qu'il y avait un dommage qui avait été fait aux citoyens Yves Michaud. Ce n'est pas rien quand ceux-là même qui ont fait cet erreur s'en excusent. Et je dois dire que j'avais toutes les raisons pour ça. J'ai été le premier à m'en excuser. Le premier sur la liste, et j'ai fait un certain prosélytisme pour que la liste passe de 1 à 50. Et elle est passée à 50. Évidemment, j'y ai fait allusion, j'ai envers Yves Michaud une amitié qui est durable. Il a l'âge pour qu'elle soit durable, et moi aussi, et ça fait longtemps. Et quand je parle de lui, je parle souvent du citoyen exemplaire Yves Michaud. C'est pour ça que cette erreur est mal tombée particulièrement, puisque ça touche un homme de la qualité d'Yves Michaud. C'était un serviteur de l'État à divers niveaux, Assemblée nationale, fonction publique pour le Palais des Congrès en particulier, et un ambassadeur fantastique. Ça s'appelle délégué général encore aujourd'hui. Ça s'appellera ambassadeur un jour, nous le souhaitons tous les deux. Mais moi, je l'ai observé de près comme représentant diplomatique du Québec en France. Ce qu'il a fait est fabuleux. Même s'il n'avait pas le titre d'ambassadeur, il était considéré comme un super ambassadeur. Mes amis de la classe politique française ont souvent dit, et ça m'a impressionné à chaque fois, que le seul endroit où des ennemis politiques français se parlaient, c'était à la table d'Yves Michaud. Il faut le faire. Alors là, à droite, à gauche, le centre, dans ce temps-là, Marine Le Pen n'était pas en politique, mais c'est fantastique. Des personnages de premier plan de la vie publique française m'ont répété cela, que le délégué général du Québec joue un rôle important dans l'harmonie de la politique de la République française. Il faut le faire. Ça, c'est le fond des choses. Un détail qui n'en est pas un, vous connaissez ce merveilleux quartier qui s'appelle Saint-Germain-des-Prés. Alors, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Et qu'y a-t-il là maintenant, en face des deux magots? La place du Québec. Oui, la place du Québec. C'est vraiment fantastique. À cause d'Yves Michaud, un des endroits les plus prestigieux de la plus belle ville du monde porte le nom de notre nation.
Alors ça tombait mal d'aller faire cette infamie envers un homme auquel nous devons tant de reconnaissance. Alors c'est pas pour rien qu'on est ici. On a de bonnes motivations juridiques, humaines, nationales, et il faut aller jusqu'au bout. Et vous avez vu celui qui a illustré la question juridique de cette infamie. Il est bien équipé, il connaît bien le droit. Il est secondé par des militants et des militantes, dont plusieurs sont dans cette salle. Il faut donc continuer. Un des aspects du succès de l'opération, plus que de réhabilitation d'Yves Michaud, parce qu'il n'a commis aucune faute, mais un des aspects de cette opération à l'honneur d'Yves Michaud, c'est qu'elle soit au-delà des partis politiques. Il ne faut pas que ça soit par aucun des partis existants utilisé à des fins partisanes. Alors j'espère que ça va produire un dialogue nécessaire entre les dirigeants des formations politiques, parce que c'est de l'honneur de l'Assemblée nationale dont il s'agit, et non pas d'un parti ou de l'autre qui est représenté. Vous avez été mon étudiant, puis vous m'avez posé des questions, je ne sais pas combien de fois. Et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir. Vous avez une question. C'est quoi? Merci, Martin. J'ai entendu au début de votre discours que vous aviez dit que vous aviez voté quand la motion a été présentée. Oui. Est-ce que, pour moi personnellement, vous m'expliquez dans quelles conditions vous avez voté des choses pareilles? Oui, bien, je vous remercie de me poser la question, parce qu'il y a une petite explication un peu particulière que je dois donner. Je n'étais pas là jusqu'à la dernière minute. J'étais à une réunion des ministres des Finances à Winnipeg. Alors, je suis rentré la nuit, et puis on était à une période de l'année où la période de questions ne faisait pas au début de l'après-midi, mais le matin. Alors, j'ai été saisi par cela, immédiatement en arrivant, sans savoir ce qui était arrivé avant, ni quelle discussion avait conduit à cela. Et qui m'a informé? Un de nos députés, en lequel j'avais parfaitement confiance, qui est un ami et qui l'est toujours, et qui est un des proposeurs de la résolution. André Boulris. Et André Boulris s'est laissé convaincre, comme les autres qui ont tous voté pour ça, hein, ceux qui s'excusent, c'est parce qu'ils ont voté pour ça. André Boulris s'est laissé convaincre et il l'a regretté profondément. Et c'est lui qui m'a convaincu. Et je le regrette profondément aussi. Il s'est excusé et moi aussi. Et moi j'étais le premier à le faire et je suis heureux d'avoir posé ce geste. Il y a encore quelques absents au repentir. J'espère qu'ils viendront, mais en tout cas, une immense majorité. Alors, c'est ça l'explication. Un mauvais concours de circonstances. Si je n'avais pas été ministre des Finances à une réunion des ministres des Finances à Winnipeg, et à Winnipeg, les nuits sont longues, comme vous savez, je n'aurais pas été pris dans ce piège. M. Landry, en complément de la question de monsieur, comment se fait-il, vous pourriez nous donner le récit, comment se fait-il qu'en particulier des députés du Parti québécois, mais tous les députés aussi, en soient venus à prendre une décision comme ça? Le processus, là, vous avez dit, en ce qui vous concerne, mais en ce qui concerne M. Boulris qui l'a proposé, comment ça se fait qu'il a proposé ça? Bon, alors, d'abord, ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire du Parti québécois, mais c'était l'harmonie entre les députés et la convergence et la solidarité partisane. C'était l'atmosphère du temps. Deuxièmement, le chef du Parti québécois, Premier ministre du Québec, dont je fus vice-premier ministre, avait une aura extraordinaire dans le parti et dans la population. On dira ce qu'on en voudra aujourd'hui, mais j'ai employé une petite
image, on parlait de Saint-Lucien. Comme on parlait de François Mitterrand comme Dieu. Alors c'est ça qui est arrivé. Le parti était très cohérent, le chef était écouté par tout le monde, et le chef a donné la position, et puis elle a été suivie malheureusement. Et j'espère que, comme tous ceux qui ont voté pour cette motion, les quelques-uns qui ne se sont pas excusés le feront dans les prochains jours. C'est une période de questions. Oui, c'est ça. Mais je vois qu'il y a encore une question. Est-ce que vous permettez qu'on en prenne? Elle est peut-être bonne. Oui. Enfin, moi, je parle d'un point de vue juridique. Il me semblait qu'au Québec, comme en France, une loi devait avoir une portée générale et non pas une portée individuelle. Si tel est le cas, ça veut dire que l'Assemblée nationale du Québec a erré en droit. Sauf si la définition de loi au Québec permet à l'Assemblée nationale de viser n'importe qui, n'importe quoi. Ça, je ne sais pas. Mais moi j'ai fait mon droit en France. Et en France, quand on n'a pas le droit, par une loi, de viser une industrie, une personne, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ce n'est pas un petit peu l'illustration que nous aurions besoin d'une seconde chambre, qui est une chambre de réflexion additionnelle? On l'a supprimé au Québec, on l'a remplacé par de sorte que c'est peut-être bon de penser à un nouveau concept de seconde chambre qui aurait évité un tel problème, un tel déshonneur pour les institutions démocratiques. Je ne veux pas y aller dans le aussi compliqué qu'une seconde chambre, mais la loi, c'est le texte, ce sont les codes, mais c'est aussi les principes fondamentaux du droit. Je n'ai pas besoin de vous le dire en latin. Il y en a un qui n'est pas dans les lois, il faut écouter l'autre partie. Ah oui, ça dit en français. Ça déshonore. C'est un des aspects qui a déshonoré notre Assemblée, de violer un des principes les plus répandus, universels du droit en démocratie. Monsieur André, bonjour. J'aimerais, s'il vous plaît, parce qu'on a relancé, on a relancé l'affaire Michaud à travers des billets. Il faut le souligner, c'est très important. Et aussi, je vous dis quelque chose. La condamnation de Yves Michaud, c'est vraiment particulière. Pourquoi? Parce que c'était Yves Michaud. Tout, à l'Assemblée nationale, tous les partis politiques se sont entourés, négociés pour les condamner. C'est une condamnation inquisitoriale. Et je vous dirai pourquoi. Il ne voulait pas que Yves Michaud, monsieur Yves Michaud, soit candidat pour les partis québécois. Non, soit candidat pour les partis québécois. Ils l'ont, premièrement, en les condamnant. Non, c'est tout. Il faut connaître bien l'histoire. Ça signifie que ceux qui sont rétractés, par exemple, Mme Marois, c'est moi qui ai obligé à Mme Marois de demander à Yves Michaud, elle l'a téléphoné chez Yves Michaud, de se rétracter, il a demandé pardon. C'est nous, à travers, aussi il faut souligner que Pierre Cloutier, un avocat très important, lui il a défendu toujours l'honneur des biens, et je vous dis, non, il y a plus que ça. Que je m'excuse, après, si je... Non. Monsieur, je vais devoir... Il y a beaucoup. Alors, je vous dis, il faut mettre les points sur les i et reconnaître que M. Yves Michaud a souffert énormément. Ils sont allés... Oui, alors, ok, j'arrête ici, mais c'est ça la raison. Les points sur les i et un peu plus les points sur la table. Et j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui va avoir les effets que l'on souhaite et que cette affaire sera renvoyée aux effets négatifs de notre histoire contemporaine, mais qu'on n'en aura plus honte, elle aura été réglée. Et que les règlements de l'Assemblée nationale Et puis, alors, Jean-Pierre, c'est bienvenu, je suis content de te voir.
Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, madame la députée, entre autres, Elisabeth, M. le Premier ministre, président de la Société, Maître Côté et président de Solidarité, M. Michaud, Yves, bien sûr. J'ai été le seul député qui n'a pas voté et qui était là. Pourquoi? Parce que j'étais le président du fauteuil, le président de l'Assemblée. Si on avait eu un règlement différent, il y aurait sans doute eu quelqu'un qui aurait invoqué le règlement, ou j'aurais pu le faire moi-même, et utiliser cet élément du règlement pour voir si la motion, ce n'était pas une loi, là, contrairement à ce qu'on laisse entendre, c'est pas une loi, c'est une motion. Et cette motion, on aurait pu au préalable faire un débat sur sa recevabilité. Je pense que j'aurais pu aussi, si j'avais eu le réflexe, et à ce moment-là, mais c'est arrivé tellement vite, mais néanmoins, j'aurais probablement pu, de mon initiative, refuser et déclarer que cette motion était irrecevable. Sauf que, bon, ça aurait créé un contexte, un sacré brouhaha, parce que les partis voulaient la voter. Et alors, le président aurait empêché l'Assemblée de faire ce qu'elle voulait faire. Je crois qu'on n'a pas perdu du temps parce que les tribunaux, en particulier tantôt, François mentionnait un élément du jugement de la Cour d'appel, les gens ont reconnu à quelque part le tort qui a été fait à Yves Michaud. Mais les tribunaux ne pouvaient pas faire autrement que de reconnaître que le Parlement est souverain. Et à cet égard, il y a peut-être eu une perte de temps inutile que de s'adresser aux tribunaux. Alors que la Commission, elle, c'est autre chose. La Commission, sa responsabilité, elle relève de l'Assemblée nationale. Son président ou sa présidente est assermenté par le président de l'Assemblée nationale. Et cette instance, cet organisme, a la responsabilité de donner des avis. Non pas d'ordonner, comme un tribunal peut le faire, à l'Assemblée, de corriger. Personne ne peut ordonner à l'Assemblée, même pas les Nations unies. Mais un tribunal peut pointer des erreurs qui ont été faites. Et c'est pas parce qu'on a un privilège parlementaire de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi et d'adopter n'importe quoi qu'on a raison. On peut se tromper. Et des erreurs, dans tous les parlements du monde, il y en a presque à chaque jour. Pas aussi importante nature, mais ce sont des humains qui parlementent, qui décident, qui votent des motions, qui votent des lois, etc. Et dans ce contexte-là, ce qu'on peut penser, c'est qu'au-delà, et je pense que la démarche de ramener la Commission à ses responsabilités, parce que la Commission n'a pas à être Ponce Pilate, elle n'a pas à se laver les mains d'une situation comme celle-là, alors que son mandat est clair. Sauf que c'est à l'Assemblée nationale de régler la question, une fois pour toutes, et correctement et dans l'honneur. On a un avantage, ni le Premier ministre actuel, ni le chef de l'opposition, ni les chefs de l'autre opposition reconnus. Je ne parle pas de Québec solidaire parce que je pense qu'ils existaient. Ils n'étaient pas là de toute façon, il n'y avait pas de députés à l'Assemblée nationale, je crois qu'ils sont d'accord. Les trois chefs n'étaient pas chefs à ce moment-là. Aujourd'hui, ils peuvent prendre la responsabilité politique de faire en sorte que l'Assemblée nationale s'excuse. L'honneur, c'est un concept qui est un peu dépassé malheureusement dans ce siècle de technologie avancée et de rapidité et d'instantanéité. Mais l'honneur, ça veut dire que quand on a fait une faute, on la reconnaît, on demande pardon, on s'excuse. Ça fait un peu chrétien de parler de Ponce Pilate et de pardon quelques jours après Pâques, mais c'est comme ça. On demande pardon et on s'excuse. Et ça, l'honneur, c'est transculturel et trans-siècle. Ça fait des siècles que des hommes, des femmes d'honneur s'excusent et reconnaissent leur tort. Et je crois que l'Assemblée nationale le fait. Moi, comme ancien président de cette institution-là, je lui demande aujourd'hui à l'Assemblée nationale de corriger, de près une motion d'excuse. Elle n'a pas à faire le procès de ceux qui ont voté. Bernard a expliqué un peu le contexte, la petite histoire n'est pas très noble derrière tout ça. Hein? Mais au-delà de ça, on ne demande pas à personne
de s'humilier, de se clouer au pilori, mais on demande à l'institution de redorer son blason et de considérer qu'à l'avenir, il faudra des mécanismes de prévention pour faire en sorte qu'on donne un temps d'évaluation. Le règlement est fait de telle sorte qu'on peut questionner la recevabilité des gestes qui sont posés et c'est au président à évaluer si tel ou tel geste est recevable. Et en l'occurrence, si on avait juste des dispositions que j'ai déjà proposées quand j'étais président de l'Assemblée nationale par la suite, on pourrait encore rapidement éviter qu'à l'avenir on tombe dans le piège qui nous a été tendu. J'espère, et je le fais avec, comme ancien président de l'Assemblée, et puis Yves le sait, et quelques autres aussi, d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous a présenté, Bernard et moi, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, parce que dans les vieux pays, on garde toujours le titre. Alors, le président de l'Assemblée nationale, selon la conception européenne, demande à l'Assemblée nationale d'aujourd'hui de reconnaître son erreur d'il y a 15 ans, de la corriger dans l'honneur et la dignité. Voilà. Merci, M. Charbonneau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit ici, c'est une question qui s'adresse à une personne en particulier. N'hésitez pas. Oui, madame. Justement, M. Côté, je voudrais que vous m'expliquiez, monsieur, au dernier cours, ça enregistre dans les bancs, et il y a les règles. Je voudrais que vous expliquiez laquelle des droits privilégiés. Vous avez parlé d'une requête, encore une fois, pour obliger la Commission des droits de la personne à se prononcer, peut-être aussi le Comité des droits de l'ONU. Laquelle des droits privilégiés? Alors, pour répondre simplement, ces démarches ne sont pas mutuellement exclusives. Cependant, toute la question de recours aux instances internationales doit attendre que nous ayons épuisé les voies internes. Donc, ça se mettrait à la toute fin de l'agenda. D'ailleurs, pour le préciser, la requête en ce qu'on appelle un pourvoi en contrôle judiciaire serait pour amener au tribunal à se pencher sur l'à-propos de la décision de la Commission des droits de la personne de refuser de se saisir du dossier en s'estimant liée par la séparation des pouvoirs et par des privilèges parlementaires, alors qu'elle n'a aucun pouvoir coercitif, elle n'exercerait qu'un pouvoir de recommandation, qui serait un geste qui ne relève pas de la séparation des pouvoirs, qui ne relèverait pas des privilèges parlementaires et face auquel elle a mal interprété sa propre mission. Ce qu'elle n'a d'ailleurs, suivant la jurisprudence, pas la compétence au sens judiciaire de faire. Donc, on demanderait à un tribunal de se pencher sur la décision de la Commission de ne pas prendre en charge le dossier pour lever cette barrière que la Commission s'est imposée et permettre au dossier d'aller au sein institutionnel de la Commission, d'être étudié publiquement, jusqu'à éventuellement la formulation de recommandations publiques à l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement, pour chercher à faire valoir les droits de M. Michaud. C'est auprès de l'Assemblée. En fait, le pouvoir de recommandation est exercé auprès du gouvernement qui lui-même va le répercuter auprès de l'Assemblée. C'est de la technicalité juridique, mais on vise essentiellement l'Assemblée nationale. Est-ce que ça répond à votre question? Justement, j'en ai une autre pour M. Charbonneau. Là, c'est votre successeur maintenant à l'Assemblée nationale qui doit décider, mais si vous l'avez bien, c'est-à-dire que le président actuel ne peut pas initier une motion. Moi, à l'époque, je n'aurais pas pu initier une motion. J'aurais pu, comme la motion était présentée, j'aurais pu, de mon propre chef, si j'avais eu le réflexe, il n'y avait pas de disposition qui me permettait d'empêcher ça. J'aurais pu le faire, mais ça aurait soulevé une tempête politique, mais je vais vous dire, honnêtement, à l'époque, je n'ai même pas pensé à ça. C'est simplement que, finalement, le président n'avait pas à se prononcer sur le contenu des motions que les membres de l'Assemblée. Donc, à éventuellement décider si la motion est recevable ou pas, et après ça, les députés font ce qu'ils ont à faire, ils en discutent, ils choisissent le temps et ils décident du temps qui est imparti pour le débat, puis ils votent. Aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que le président... Non, le président n'aurait pas initié une motion. Je crois que le président pourrait, comme je l'ai déjà fait sur certains dossiers, il faut avoir un peu d'audace pour faire ça, sortir de son droit de réserve un peu et, comment je pourrais dire, donner une opinion politique. Moi, je l'ai déjà fait, Bernard s'en rappelle, quand j'étais président, je m'étais prononcé
publiquement sur, par exemple, le salaire des députés en pleine Assemblée nationale, ce qui n'avait pas plu au premier ministre, le même de l'époque, et pour qui d'ailleurs j'ai encore beaucoup de respect. Et puis je m'étais aussi prononcé sur le sommet des Amériques, et, parce que c'était relié au fait qu'il y avait le sommet des Amériques, mais les parlementaires, eux, n'étaient pas associés à la réflexion sur l'avenir des Amériques. Bon. Donc si j'ai fait ça, et j'avais pas eu de sanction, même s'il y en a qui auraient peut-être voulu que je me taise. Dans les deux cas, il y a eu des remarques et des commentaires à l'Assemblée. Le président pourrait le faire. Mais ultimement, ce qui faciliterait la vie du président, c'est qu'il y ait une motion. Et cette motion-là, idéalement, devrait être présentée, puisque les proposeurs ne sont plus là de l'époque, elle devrait être présentée par les chefs de parti qui s'entendent sur le libellé de la motion et qui, finalement, présentent et font adopter la motion. Elle pourrait même être adoptée, présentée sans débat. Ce qui, autrement dit, les excuses, on n'est pas obligé d'imposer à l'Assemblée de voir le COVID jusqu'à la nuit et d'avoir un autre débat où tout le monde s'épancherait sur les excuses. Je pense que Yves Michaud lui-même n'en manque pas tant. Mais simplement de reconnaître que l'Assemblée s'est trompée, parce qu'elle peut se tromper. C'est pas parce qu'on utilise nos privilèges parlementaires qu'on ne peut pas se tromper. Et que, dans l'avenir, il faut corriger ça, parce que c'est pas sain en démocratie qu'un Parlement abuse de son pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un abus de pouvoir de l'Assemblée nationale contre un citoyen, pour les raisons en plus dont on a parlé. Abus de pouvoir parce qu'on a présumé que les propos qui étaient présentés étaient exacts. On n'a pas entendu l'individu concerné. Il n'y a rien eu qui, finalement, rend justice dans un processus quelconque. Alors, je crois que ce serait l'idéal. Et de cette façon-là, on éviterait des frais judiciaires, on éviterait toute cette démarche, on clairerait le dossier et, en même temps, on se donnerait collectivement une leçon à tous et à toutes. Voilà.